Très nombreux, c'est un plaisir pour moi. Une petite note d'introduction, je récuse le terme spécialiste de l'Afrique parce que le continent est beaucoup trop grand pour une seule personne. Il y a 54 pays, c'est impossible de les connaître tous. Donc je ne suis pas spécialiste de l'Afrique, mais ça fait 25 ans que je suis journaliste et que je travaille sur l'Afrique. J'ai vécu en Afrique du Sud 5 ans, entre 98 et 2003, ensuite à Amsterdam 4 ans, et j'ai été reporter Afrique pour Libération entre 2010 et 2011. J'ai travaillé pour beaucoup de médias en ligne, dont Slate Afrique, Rue 89, etc. Et voilà. Donc, je vais, au lieu de vous faire une conférence basée sur mon expérience qui est fragmentaire et diffuse qu'il y a à mon métier, j'ai choisi de partager avec vous plutôt les réflexions que se font les principaux maîtres de la prospective sur l'Afrique. Alors il y a d'un côté Jacques Giry qui a écrit un livre collectif qui a formé une équipe de 14 chercheurs spécialistes de la prospective en Afrique, qui sont des Africains anglophones et francophones. Ça a donné un livre qui a été publié en 2003 chez Cartala qui s'appelle Afrique 2025. Quel futur possible pour l'Afrique au sud du Sahara? Donc ça, c'est le cadre de référence pour toutes les analyses qui concernent l'évolution de l'Afrique et son avenir. Et la seconde réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est celle que m'a faite assez en longueur un monsieur très intéressant qui s'appelle Alioune Paloma Sall et qui a fondé en 2003 à Pretoria, en Afrique du Sud, un think tank qui s'appelle l'Institut des futurs africains. Et lui, c'est un consultant donc, qui travaille pour beaucoup de gouvernements d'institutions internationales sur les différents scénarios d'avenir qui peuvent être envisagés pour l'Afrique. Je voulais commencer par dire que bon, les futurs de l'Afrique, c'est un sujet évidemment trop vaste pour en parler sérieusement pendant 1 heure. Quand en Europe, on a l'impression qu'il y a 2 options en gros. Il y a le discours afro-pessimiste, le discours afro-optimiste. On est toujours dans des storytelling, des impressions, des choses un peu vagues. Il y a comme une sorte de discours dominant qui plane au-dessus de nos têtes. Mais quand on se regarde, quand on se penche un peu plus sérieusement sur les analyses que font les Africains eux-mêmes de leur propre avenir, on se rend compte qu'il n'y a pas 2 voies principales, l'échec ou la réussite, la migration ou rester chez soi. Il y a en fait 4 Afriques en mutation. Il y a 4 grands scénarios pour l'Afrique qui sont repris aussi par des boîtes de consulting qui s'occupent plus spécifiquement d'économie. Donc, je vais commencer par les analyses qu'avait partagées avec moi dans une très longue interview monsieur Jacques Giry, qui est un polytechnicien français, qui a été longtemps coopérant au Gabon notamment, qui a travaillé au ministère de la Coopération en France, et qui a, après la fondation du Club du Sahel en 1976, il s'est intéressé à ce qu'allait devenir la région du Sahel, qui était déjà problématique. Et il a fait une première étude intitulée « Le Sahel au XXIe siècle » chez Cartala en 89. Et ensuite, il a fondé son bureau d'études et formé, comme je vous l'ai dit, 14 chercheurs qui ont fait cet ouvrage collectif qui sert toujours de référence, donc Afrique 2025. Pour mémoire, ils ont travaillé donc, à un scénario sur une génération, 25 ans, dans les années 90. Ils ont travaillé assez longtemps et ils se sont penchés sur ce que pouvait devenir l'Afrique à l'horizon qui est maintenant très proche de ce qui est celui de 2025. Donc, le premier des grands scénarios qui est toujours valable, hein, leurs analyses sont toujours valables, le premier scénario, il est très pessimiste et il est intitulé « Les lions pris au piège ». Il reprend en exergue le titre d'un ouvrage d'Axel Kabou, « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Et il souligne surtout la difficulté de sortir d'une situation dans laquelle les sociétés sont enfermées depuis plus d'1 siècle. Et ce scénario repose sur 2 grandes hypothèses. La première, les lions sont pris au piège de la logique relationnelle dominante qui fait qu'on s'investit plus en Afrique dans les relations au sein de la société que dans la productivité, donc c'est-à-dire le travail ou le développement, le fonder des entreprises, le capital. Pour limiter ces risques, on maximise le capital en relations sociales et non le profit par l'augmentation de la productivité. Malgré l'essor de l'individualisme et l'existence de parcours personnels qui font exception, parce qu'ils poursuivent une logique économique, la logique relationnelle continue de prévaloir. Les pouvoirs en place, deuxième hypothèse, les pouvoirs en place ne créent pas les cadres favorables à la croissance économique. Pourquoi ?
Parce que créer ces conditions favorables n'est pas une priorité, puisque les pouvoirs ne sont pas soumis à une pression sociale qui les y pousse. En raison du faible nombre d'entrepreneurs dynamiques, les détenteurs du pouvoir cherchent dans d'autres sphères les appuis nécessaires pour conserver leur position. Ils continuent de les trouver dans la redistribution des rentes liées aux exportations de matières premières. Donc, ce sont des rentes qui sont très bien connues, cacao, pétrole, café, etc., bauxite, phosphate. Ils continuent de trouver dans la redistribution des rentes la captation d'une part importante de ces richesses qui va directement dans leur poche. Ces pratiques sont critiquées, mais la société ne se mobilise pas vraiment pour les faire disparaître. Elle s'en accommode et s'y ajuste. Ceux qui en ont la possibilité négocient leur accès au partage, ce qu'on appelle en Afrique, dans beaucoup de pays africains, surtout le Nigeria, le national cake, le gâteau national. Quant aux détenteurs du pouvoir, ils arrosent leur clientèle, pour recourir à une métaphore agricole appropriée, à des sociétés qui restent largement rurales, même si l'urbanisation se poursuit avec vigueur. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce scénario faiblard, disons ? Une grande partie de la population est tiraillée entre le désir d'avoir accès à la société de consommation qui règne sur les autres continents et la faiblesse de ses propres revenus. Donc, faute d'investir dans l'accroissement de la productivité, beaucoup ont la tentation de se procurer de l'argent par d'autres voies. Ils résistent d'autant moins à la tentation que l'image de ceux qui ont réussi est souvent marquée par une certaine ambivalence en Afrique. Les comportements observés dans la plupart des sociétés au cours des dernières décennies du XXe siècle, donc la recherche de rente, la petite corruption quotidienne, des pratiques illégales, voire criminelles, n'ont pas cessé. Au contraire, elles se sont répandues dans les grandes villes. Le sentiment d'insécurité lié au comportement de jeunes qui se sont affranchis des anciennes règles sociales grandit. L'État est impuissant à rétablir un climat de sécurité et de confiance pour la majorité des citoyens. Beaucoup de gens se lamentent et critiquent ces dysfonctionnements, mais ils s'y résignent. Les dysfonctionnements sont ancrés trop profondément pour que les efforts d'une toute petite minorité pour les éradiquer soient couronnés de succès. D'où un scénario sans crise majeure, mais marqué par la stagnation, en fait. Les lions sont pris au piège d'une spécialisation à contre-courant sur la scène mondiale. Autrement dit, l'Afrique reste exportatrice de matières premières qu'elle ne transforme pas sur place. Les pays africains survivent en attendant des jours meilleurs qui ne viennent pas. Deuxième scénario, beaucoup plus catastrophique, c'est la version plus pessimiste du premier, avec des sociétés déstabilisées par des chocs externes, chute brutale des cours mondiaux des matières premières, baisse soudaine de l'aide extérieure, et des chocs internes, dégradation des sols, affirmation identitaire, heurts entre communautés. Ils mènent tout droit au chaos. Ce scénario s'est concrétisé au Mali en 2012. L'effet déstabilisateur des chocs à venir reste valable. Il reste d'autant plus grand que le fossé va se creuser entre l'Afrique et les autres continents. Les populations sont de plus en plus conscientes du décalage de développement entre les différentes zones du monde en raison des progrès techniques et de la communication qui rendent les peuples plus proches les uns des autres qu'ils n'ont jamais été. Une conséquence de cette évolution sera que les sentiments de frustration pourront prendre une ampleur encore jamais vue, en particulier chez les jeunes, et conduire à des réactions violentes et à des conflits de génération, surtout si les conditions de vie se dégradent brutalement. Et là, on pense tout de suite à, par exemple, Boko Haram au Nigeria, qui a recruté beaucoup de jeunes des régions déshéritées du nord du Nigeria, non pas, comme on le pense, pour des motifs religieux, mais pour des motifs bel et bien économiques, puisque la secte islamiste Boko Haram redistribue des richesses. Dans le cadre de ce scénario catastrophe, les lions faméliques, on ne peut pas perdre de vue que la proportion de jeunes hommes entre 15 et 29 ans, la classe d'âge qui partout dans le monde est la plus susceptible d'avoir recours à la violence, sera plus élevée au sud du Sahara que partout ailleurs. Deux scénarios plus optimistes, avec d'autres alternatives. Les lions sortent de leur tanière, c'est le titre du troisième scénario, qui est caractérisé par une autre citation d'Axel Kabou. L'Afrique du XXIe siècle sera rationnelle ou ne sera pas. Donc, sans disparaître, la logique relationnelle recule et une nouvelle génération d'hommes politiques se pose en rupture avec la génération précédente. On est en train de le voir avec des entrepreneurs notamment qui cherchent à prendre le pouvoir en Afrique ou qui l'ont déjà pris. Alors, cette logique fait que des situations de rente persistent,
mais des entrepreneurs plus dynamiques sont capables de se faire entendre des pouvoirs publics. Les dirigeants politiques s'entourent de fonctionnaires compétents pour mettre en place un État fort et orienté vers le développement, avec une éducation généralisée et une santé améliorée. Une sorte de dichotomie s'installe alors chez de nombreux individus. Les valeurs africaines persistent, mais ne jouent plus qu'un rôle accessoire dans les carrières et le monde du travail, même si elles persistent dans la vie privée. Joue en faveur de cette dichotomie l'implication des communautés religieuses avec des églises évangéliques ou des confréries musulmanes qui incitent les individus à s'enrichir et à épargner. Ce scénario suppose l'environnement international assez favorable. Cet environnement se montre plus à l'écoute des États africains, prêts à livrer bataille pour protéger leurs industries naissantes et en les soutenant dans leur conquête de marché à l'exportation. Ce scénario est celui d'une croissance de type productiviste, comme en Asie. C'est celui qui fait rêver tous les pays africains dont on entend parler des plans d'émergence. Émergence à l'échéance 2020, 2025, 2030. Cependant, l'affaiblissement des liens sociaux fait que les gens se sentent moins en sécurité. Plusieurs facteurs d'instabilité s'installent. S'ils ne sont pas bien gérés, ils augurent mal de l'avenir. En somme, les lions africains se sont réveillés et l'Afrique est sortie de l'économie rentière et du processus de marginalisation dans lequel elle semblait enfermée. Elle est devenue moins dépendante, elle trouve sa place dans la démographie et l'économie mondiale. Les conflits aigus ne concernent plus que des zones marginales et l'image de l'Afrique a changé. Le monde de 2025 doit désormais compter avec elle. On l'a vu ces dernières années, ce scénario s'est en partie réalisé avec un discours afro-optimiste qui s'est développé et une perception qui gagne d'une Afrique qui serait une nouvelle frontière de la croissance, voire la dernière frontière de la croissance. Le quatrième scénario est plus utopique et il est intitulé « Les lions marquent leur territoire ». C'est le plus original. Son esprit est résumé par deux citations. L'une provient de l'altermondialiste malienne et ancienne ministre de la Culture Aminata Dramane Traoré. Elle dit « Une société africaine qui aime sa différence et qui n'est plus pour seule aspiration de devenir une pâle copie de l'Occident. » L'autre citation est d'Aimé Césaire. « Ce n'est pas une société morte que nous voulons faire revivre. C'est une société nouvelle qu'il faut créer, riche de toute la puissance productive moderne, chaude de toute la fraternité antique. » Dans ce scénario qui présente un côté utopique, on l'a dit, les sociétés africaines trouvent une voie de développement qui leur est propre. Les Africains acceptent les contraintes de la logique économique sans renier leur histoire. Ils restent fidèles au territoire de leurs ancêtres, mais ils le transforment en tirant parti des savoirs du XXIe siècle. Les deux hypothèses de base sont les suivantes. Un certain nombre d'individus, au lieu d'opter pour la logique économique pure dans le domaine de la production, cherche à marier les deux logiques, donc la logique économique et la logique relationnelle, sans faire de séparation entre les activités productives et les autres. Ils parviennent à réaliser un mariage heureux. Les pouvoirs participent à cette évolution en formant une alliance entre les pouvoirs symboliques, donc religieux et traditionnels, et les pouvoirs modernes, donc les institutions modernes et les pôles de décision économique. Une majorité de ceux qui détiennent ces pouvoirs sont eux-mêmes convaincus que l'imitation passive de l'Occident, comme l'immobilisme, conduisent à des impasses. Et ils sont suffisamment assurés de leur légitimité pour proposer l'exploration d'une voie nouvelle. De plus, quelques-uns d'entre eux ont une vision de la société future à proposer, une vision capable d'entraîner non seulement leur père, mais aussi l'ensemble de la société. L'Afrique trouve non seulement des rôles modèles qui lui sont propres, mais aussi une voie africaine de développement qu'elle se cherche depuis les indépendances, mais en s'en donnant cette fois les moyens. 15 ans plus tard, on constate que les choses se font dans ce sens, sans qu'on puisse dire qu'elles avancent bien vite. Les auteurs de cette étude prospective qui fait référence avaient repéré une demi-douzaine de conditions à remplir pour qu'un scénario aussi favorable se produise. Il suppose tout d'abord l'existence d'une vision de l'avenir de l'Afrique, mais aussi un tri à faire dans les valeurs. Contre un certain discours africaniste qui survalorise la culture africaine, il faudra faire comprendre que la culture est avant tout un mouvement, que la fidélité à soi est dans le mouvement. Il faut aussi que les pouvoirs politiques nouent des alliances avec le monde culturel, plus à même de définir ce qu'est l'être africain du XXIe siècle. Un tel scénario, enfin, implique un investissement dans la formation et l'information. Le résultat annoncé de ce scénario très optimiste est celui-ci. Les Africains ne sont plus en marge de l'histoire. Dans certains domaines, ils jouent même un rôle de pionnier.
Alors là encore, on a vu ce scénario se concrétiser en partie, mais c'est toujours en partie. Par exemple, au Kenya, il y a eu une nouvelle génération d'entrepreneurs dans les domaines des technologies de l'information et de la communication qui ont inventé des choses comme le mobile banking, des plateformes avec des logiciels open source qui sont reprises dans le monde entier, comme Ouashidi au Kenya, qui recensait en temps réel les violences politiques après les élections, la crise électorale de fin 2017, fin 2007, début 2008. Alors, quelles sont les grandes leçons à tirer de ce cadre qu'on pourrait dire théorique? D'abord, tous les scénarios se réalisent en partie et par pans différents. Un graphique du bureau d'études McKinsey, publié en 2010 sous l'égide du consultant camerounais Acha Leke et intitulé « L'heure des lions, l'Afrique à l'aube d'une croissance pérenne », pointe l'existence de 4 Afriques lui aussi, en fonction d'une méthode très différente cependant. Selon ce scénario de McKinsey, les groupes de pays sont classés en fonction de leur degré d'extraversion, c'est-à-dire les exportations par habitant, et de diversification de l'économie. Donc c'est un modèle qui repose plus sur l'économie que des considérations sociologiques comme le précédent. Alors d'après McKinsey, on a d'un côté les pays pétroliers peu diversifiés avec des économies étroites, qu'on pourrait appeler les lions pris au piège. On trouve aussi un groupe de pays pauvres et non diversifiés en situation de conflit armé. Ce sont les lions faméliques, on pense au Tchad, à la Centrafrique. Toujours selon McKinsey, un troisième groupe est constitué par des lions qui sortent de leur tanière, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, tous confrontés à des défis politiques et sociaux très importants. Se joignent à eux des pays de taille intermédiaire avec des économies diversifiées, ayant pour la plupart connu des transitions démocratiques, donc le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Mozambique, la Tanzanie. Beaucoup de ces pays voient déjà 70% de leur économie reposer sur l'industrie et les services. Les matières premières représentent alors moins de 25% de leur croissance. Et les fluctuations des cours sur les marchés mondiaux comptent encore, mais vraiment ne sont plus du tout vitaux. Le quatrième groupe de pays, selon McKinsey, porte sur les pays en pré-transition, comme la République démocratique du Congo et l'Éthiopie, un pays qui a confirmé depuis ses performances, et notamment son industrialisation, mais là encore avec d'énormes problèmes de stabilité politique et de développement social. Les indicateurs de développement humain restent complètement catastrophiques en RDC. En conclusion, on est bien d'accord pour dire que les choses changent en Afrique. Certaines choses changent, d'autres non, comme l'importance de la logique relationnelle, donc qui consiste à établir des relations avec d'autres personnes, et c'est vu comme une activité fondamentale. Chacun a sa place dans le groupe, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut abandonner tout cela ? La question mérite d'être posée parce que ces logiques relationnelles ne représentent pas nécessairement une force d'inertie, mais au contraire une dynamique très forte. Elle relève d'une force transgénérationnelle qui voit persister la référence aux anciens et la distribution des responsabilités par classe d'âge. En Europe, on est peut-être allé un peu trop loin dans l'individualisme, et c'est une considération qu'a faite Jacques Giry à la fin de cet entretien. Il dit que quand on regarde le sort qui est réservé aux personnes âgées en Europe et la façon dont les sociétés africaines traitent leurs propres personnes âgées, il faut aussi penser à tout le potentiel positif que l'Afrique a à proposer au reste du monde. Du côté pratique, comment est-ce que tout ça s'emmanche, si j'ose dire, sur le terrain? J'avais posé la question à Alioune Sall, donc, qui est un sociologue sénégalais. C'est un ancien 68ard qui était d'obédience maoïste et qui est aussi connu chez lui pour avoir été le compagnon de route d'Omar Blondin Diop, un jeune leader étudiant qui est mort en prison en 1973 parce qu'il avait mis le feu avec des amis au Centre culturel français à Dakar. Donc Alioune Sall, qui est le fondateur de l'Institut des futurs africains à Pretoria, il s'est un peu éloigné de ces années de maoïste, mais maintenant il conseille beaucoup de gouvernements en Afrique, des institutions internationales, etc. Et sa pratique de la prospective, qui est donc vraiment l'analyse des avenirs africains au pluriel, c'est que toute la réflexion prospective dépend évidemment de son contexte politique et de l'usage que vont en faire les dirigeants africains eux-mêmes
dans l'élaboration des politiques publiques. Et là, il dit que vraiment la bataille n'est pas gagnée parce que dans certains pays où lui-même a été engagé pour travailler sur des plans d'émergence, des visions d'avenir et des conseils à des politiques publiques, il a fallu qu'il arrête son travail parce qu'il était considéré comme trop subversif. Et par exemple, il donne 2 exemples. Au Zimbabwe et en Mauritanie, les travaux qu'il avait engagés ont dû être arrêtés en raison du contexte politique interne et du fait que les scénarios qu'il esquissait gênaient considérablement ses clients. Dans d'autres pays, il est allé jusqu'au bout, comme en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau, sans pour autant que le débat sur les visions possibles de l'avenir n'ait eu lieu en fin de parcours. Donc, emblématique de ce point de vue. Il cite le sort fait à l'étude prospective commandée à la fin des années 90 par la Côte d'Ivoire. Cette étude avait prévu le coup d'État de décembre 1999 du général Robert Gay et avait quasiment décrit en 1995 dans un scénario intitulé « Le suicide du scorpion », la catastrophe dans laquelle s'est engouffrée la Côte d'Ivoire à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc ce scénario faisait l'inventaire dans le détail des conditions qui mèneraient à une irruption de l'armée sur la scène politique. Mais le débat sur ces circonstances et les moyens de les conjurer n'a jamais eu lieu en Côte d'Ivoire. Les autorités pensaient à l'époque que les prospectivistes n'étaient que des Cassandres, des prophètes de malheur, qui risquaient de donner de mauvaises idées à des opposants qualifiés d'ennemis de la nation. Le pouvoir, en appliquant la fameuse politique de l'autruche, a donc ignoré ce scénario et a même voulu empêcher son insertion dans le rapport. En revanche, il s'est empressé de prendre à son compte le scénario le plus optimiste, intitulé « L'éléphant en marche », pour en faire son programme de campagne. Pour Alioune Palomassal, l'instrumentalisation et la récupération de ses visions d'avenir pour l'Afrique sont des risques réels. Dit qu'il en est parfaitement conscient et que ces risques ne justifient pas qu'on ne fasse rien. Encourager les pays et les institutions régionales à entreprendre des études prospectives revient, de son point de vue, à inviter un enfant à se brosser les dents. Il dit que ce geste ne nous immunise pas contre les caries, mais ne pas le faire vous expose à des risques certains, dont l'un des plus graves est précisément d'être victime de caries. Donc, il parle, lui, de la prospective et du développement des visions d'avenir pour l'Afrique comme un exercice d'hygiène sociale. Et il dit surtout que dans le contexte africain, ne pas en faire revient à laisser carte blanche aux institutions de Bretton Woods et plus largement à cette communauté internationale qui n'a rien d'autre à proposer que des solutions de pompiers, c'est-à-dire rétablir les équilibres macroéconomiques dans les 3 ans, par exemple, ou faire des programmes d'ajustement structurel qui détruisent toutes les structures étatiques de services publics qui ont pu être construites sur plusieurs décennies. On l'a vu dans les années 80, dans plusieurs pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Alioune Sall insiste aussi sur les faiblesses structurelles des visions d'avenir portées par les Africains en Afrique. Il cite l'exemple le plus parlant qui est celui de l'agenda de l'Union africaine, l'agenda Afrique 2063, qui est un document approuvé par les chefs d'État et qui sert de cadre de référence. À son avis, ce document sert surtout à l'Union africaine d'avoir une certaine légitimité et son mot à dire sur la transformation souhaitée du continent. Mais cet agenda ne pèsera pas plus lourd que le papier sur lequel il est écrit parce que chaque État va continuer de piloter son développement et de négocier ses projets avec ses partenaires techniques et financiers sans y faire référence à cet agenda 2063 que de manière cérémonielle finalement. Le document lui paraît aussi contestable pour une raison simple. Il propose un scénario normatif sur ce qui devrait être et non une démarche exploratoire des possibles. L'agenda 2063 repose sur une hypothèse qui relève d'une forme de paresse, voire de couardise intellectuelle, selon laquelle la globalisation serait bénéfique à l'Afrique et que l'avenir de notre continent passe par une insertion plus poussée dans l'économie mondiale. Or, rien ne garantit que la globalisation actuelle va durer 50 ans encore et qu'elle soit tirée par la finance et la technologie. Alioune Sall dit qu'il est convaincu que d'autres formes de globalisation peuvent être envisagées aujourd'hui, dans lesquelles les peuples, et pas seulement les États et les firmes multinationales, auraient leur mot à dire. Autre critique adressée à l'agenda 2063, les autorités nationales en Afrique
prêche l'intégration, mais ne la pratique pas. Ça fait des décennies qu'on essaye d'avancer dans des projets d'intégration sous-régionale, mais le fait est que les autorités nationales, les gouvernements, restent très jaloux de leur souveraineté nationale et de leurs pouvoirs respectifs. Du coup, l'Union africaine n'a pas beaucoup de pouvoir réel au plan juridique et il y a un problème tout simple de ressources humaines et financières qui va aussi empêcher l'agenda 2063 de se réaliser. À titre de comparaison, l'Union européenne compte 30 000 fonctionnaires pour 28 pays et l'Union africaine en compte 3 000, soit 10 fois moins pour 54 pays. Les afrocrates, comme les appelle Alioune Sall, sont une minorité infime et les ressources financières de l'Union africaine, en outre, ne dépassent pas 260 millions de dollars en 2011 contre 141 milliards d'euros la même année pour l'Union européenne. Le budget de l'Union africaine lui sert tout juste à payer les salaires et tout le reste, on doit aller le chercher. Donc, quand on demande à ce type d'institution de réaliser des miracles en lui versant des oboles et en la contraignant à quémander des financements de ses programmes, on peut se demander ce que va devenir l'agenda 2063. Pour Alioune Sall, tous les documents qui existent sur l'avenir de l'Afrique sont des cadres intéressants d'analyse, comme un agenda 2050 qui avait été élaboré par un petit groupe dirigé par Horst Köhler, qui est un ancien directeur général du FMI. Et il avait écrit ce document avec Benjamin Mpaka, l'ancien président de la Tanzanie. Et une fois de plus, ce document fait l'apologie du secteur privé, de la globalisation, du capitalisme africain. Et en gros, la plupart des travaux qui existent partent de l'idée que la globalisation est incontournable et que l'Afrique peut mieux en tirer parti. En revanche, l'idée d'une globalisation alternative, qui pourrait être intéressante pour esquisser des pistes d'avenir, ne se retrouve que dans de tout petits cercles comme le Forum du Tiers-Monde, animé par Samir Amin, ou le réseau de Paloma Sall, Alioune Sall, l'Institut des futurs africains. Donc, il essaye de tirer des lignes, des esquisses de l'avenir qui soient un mélange d'économie pure et dure et de sociologie et de culture. Donc, en gros, ce serait comme endosser le bleu de chauffe dont parlait cher Hamidou Khan, tout en veillant à préserver son âme, c'est-à-dire les valeurs dont on a parlé précédemment, les valeurs de relations sociales, l'investissement dans la relation sociale qui caractérise l'Afrique. Alors, quel modèle pour l'Afrique ? Pour l'instant, un modèle original de développement taillé sur mesure par les Africains pour leur propre continent n'existe nulle part. Il ne deviendra réalité que si des alliances se nouent entre des forces africaines et des forces progressistes au nord, avec une vision qui ne soit pas seulement consumériste et libérale. Si l'Afrique essaie toute seule d'imposer un schéma original, les chances d'y arriver s'avèrent quasiment nulles, parce qu'elle ne pèse pas assez lourd sur l'échiquier mondial et qu'elle est très fortement dépendante de l'extérieur pour le financement de son développement. En plus, les situations sont tellement hétérogènes sur le continent qu'il sera difficile de maintenir une cohésion de tous sur la longue durée, sur une seule vision. En revanche, si le continent se trouve des alliés, rien ne l'empêchera de faire triompher un autre modèle et de faire aboutir ses revendications. La lutte victorieuse contre l'apartheid devrait suffire pour rappeler combien la solidarité à l'intérieur et hors des frontières du continent est essentielle pour certaines batailles majeures. Pour Alioune Sall, l'insertion du continent dans l'économie monde n'est pas seulement économique, elle est surtout sociale et culturelle. Et si des alliances se matérialisent avec on pourrait dire l'altermondialisme, mais c'est un phénomène beaucoup plus vaste qui repose, qu'on voit de manière transversale dans tous les événements comme la COP22, tous les grands forums sociaux qui se passent dans le monde. Là où des alliances globales peuvent être forgées, là encore, l'Afrique peut avoir quelque chose de très différent à proposer et qui pourrait inspirer le reste du monde. Donc, pour conclure, Alioune Sall propose d'analyser quelques exemples concrets pour ne pas rester dans les considérations générales. Il rappelle qu'un seul modèle de développement est toujours difficile à trouver, que ce soit sur le continent ou ailleurs dans le monde. Il n'y a pas de recette.
En ce qui concerne l'Afrique, certains pays sont érigés en exemple au prix d'une relative simplification de la réalité. Donc on peut par exemple choisir de privilégier quelques aspects, quitte à passer outre d'autres aspects. Alors il parle du Botswana, de Maurice ou du Rwanda, qui font figure de bons élèves aux yeux de la communauté internationale. Alors ces pays, à son sens, représentent des aspects originaux sur le plan de la planification, de la gestion du développement. Mais leurs expériences ne sont pas exemples de faiblesse ou dénuées de risques. Il rappelle par exemple que le Botswana a fait preuve de prudence fiscale et a su créer un environnement favorable pour les investisseurs. Le pays est bien classé dans les indices de perception de la corruption, mais il reste 109e sur les 187 pays étudiés par l'indice de développement humain, le fameux IDH du Programme des Nations Unies pour le développement. En outre, du point de vue de la gouvernance, le Botswana n'a rien d'exemplaire, et ça on l'oublie très souvent. C'est le même parti, le Botswana Democratic Party, qui se trouve au pouvoir depuis l'indépendance et qui accroît de jour en jour son contrôle sur l'appareil d'État. Beaucoup d'agences présentent le Botswana comme un modèle de bonne gouvernance parce que les élections s'y tiennent à la date prévue, le Parlement fonctionne, il y a une justice indépendante, une presse libre, et les modes de dévolution du pouvoir ont permis une concentration de ce dernier entre les mains du président. Aujourd'hui, c'est Yann Kama, le fils du premier président et fondateur de la République du Botswana. Yann Kama est lieutenant général, il a été commandant des forces armées, puis vice-président, puis président depuis 2008. Et il est de surcroît le chef du parti au pouvoir. Au Rwanda, on a la même configuration problématique. On a un leader charismatique, Paul Kagame, qui a imposé une certaine discipline, qui a remporté des victoires incontestables sur certains fronts, l'accès aux femmes aux fonctions électives, l'assainissement urbain, la lutte contre la corruption. Mais la question se pose, combien de temps le modèle va-t-il durer ? On peut se demander si le Rwanda ne reste pas un système fragile, parce qu'il repose d'un côté sur la mauvaise conscience d'une communauté internationale qui s'est montrée incapable de déjouer le génocide Tutsi de 1994, et d'un autre côté sur un régime autoritaire qui n'est pas non plus un modèle de démocratie. Donc, tous les efforts qui vont vers une plus grande transparence en matière fiscale, en matière de droit des affaires, en matière de code électoral, ça représente certainement des avancées positives. Mais il y a un grand nombre d'initiatives qui sont prises aussi au niveau des communautés de base, et qui restent confinées à ces niveaux sans qu'on en parle beaucoup. Les décideurs nationaux et les agences de coopération ne sont pas bien équipés pour voir les initiatives qui essaiment sur le continent africain, qui sont portées par les communautés. Et parce qu'on garde des lunettes de macroéconomiste, on ne voit pas bien ce qui se passe sur le terrain. Or, c'est bien souvent à des ONG que l'on doit de repérer ou d'accompagner des innovations et les germes de changement qui vont transformer les sociétés. C'était par exemple le cas avec le GoGo Project, projet grand-mère en Afrique du Sud, qui a été un précurseur en matière de prise en charge communautaire des orphelins du sida. Le projet n'a été soutenu par des partenaires extérieurs qu'après avoir vraiment démarré. Un autre projet de soins communautaires au Botswana a vu la compagnie pharmaceutique Bristol Myers Squibb décider d'accompagner un mouvement qui avait pris naissance dans des villages. Et plus près de nous, ce sont des communautés détentrices des fameux manuscrits de Tombouctou et non une quelconque autorité gouvernementale qui se sont mobilisées et ont réussi à sauver ce patrimoine de la destruction à laquelle il était voué si les salafistes avaient pu le retrouver. Pour Alioune Palomasal, les principaux dangers pour l'avenir du continent sont les intégrismes, mais il met le doigt sur une erreur qu'on fait souvent dans les analyses, c'est d'envisager l'intégrisme ou la violence terroriste qui repose sur le fait religieux comme une conséquence plutôt qu'une cause. Parmi les grandes conclusions des analyses prospectives, on parle souvent de l'importance du fait religieux. Le paysage socioculturel est loin d'être stable ou statique en Afrique en raison de l'existence de plusieurs systèmes culturels qui se trouvent en conflit ou en concurrence. Le continent est le théâtre d'affrontement de plusieurs traditions spirituelles. C'est ainsi qu'en plusieurs endroits, on a des influences superposées qui sont à la fois orientales et occidentales, avec des traditions africaines ou natives, comme disent les culturalistes. Le résultat, c'est que toutes les grandes religions, musulmanes, chrétiennes, hébraïques ou hindoues, se retrouvent en Afrique.
Ces systèmes se trouvent en interaction sur des modes plus ou moins concurrentiels, plus ou moins conflictuels, d'où un tableau relativement tonique et dynamique avec un intérêt marqué pour l'interculturalité à travers le continent. Le revers de la médaille, c'est que là où les identités sont exacerbées, l'intolérance s'installe. Alioune Paloma Sall continue son analyse pour dire que les violences de Boko Haram au Nigeria ou des milices Shebab en Somalie ou encore de l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda ont peu à voir avec la religion qui sert de paravent idéologique. En revanche, elles sont étroitement liées à des luttes politiques face à des discriminations réelles ou ressenties comme telles. La montée des intégrismes n'explique pas tout. Ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Attribuer ces violences à la politisation de la foi relève même, à son sens, d'un raccourci commode dont on est friand. En imputant tout à la religion, on s'abstient de considérer qu'à la source de ces insurrections armées se trouvent des niveaux inacceptables d'incurie administrative, d'extension de friches étatiques, comme on pourrait appeler les zones où l'État a disparu. On pense au nord du Nigeria. Le caractère flagrant et ignoble de la corruption, l'absence de toute perspective d'emploi décent ou même d'emploi tout court pour des milliers, voire des millions de jeunes. Pour lui, le religieux et le politique ne fonctionnent pas comme des sphères indépendantes, mais le rapport entre les religions et la sphère publique s'avère complexe et mérite réflexion. L'irruption du spirituel dans le domaine public est telle que les pouvoirs politiques ne peuvent plus, si tant est qu'ils en aient jamais été capables, ignorer les chefs religieux et autres détenteurs de pouvoirs spirituels. La raison, c'est le rôle qu'ils jouent dans l'encadrement des sociétés africaines. Dans beaucoup d'endroits, les fantassins de Dieu et autres croisés de diverses chapelles renforcent leur pouvoir. Ils gagnent du terrain au fur et à mesure que les détenteurs du pouvoir politique en perdent et voient leur légitimité contestée. De fait, plusieurs discours et autant de légitimité s'élaborent avec des grammaires différentes. Ainsi, au christianisme d'antan sont venus s'ajouter des nouvelles églises évangéliques très actives dans tous les pays du Golfe de Guinée, au Nigeria et au Bénin. Et dans le Sahel, les sunnites et les chiites se livrent à des batailles d'influence au sein d'une Oumma où la charia arabo-islamique est loin d'être le seul référentiel. En Afrique centrale, les églises et les mosquées sont concurrencées par des loges maçonniques de plus en plus visibles, voire influentes. Et l'offre religieuse se diversifie pour répondre aux nouvelles demandes qui ne sont pas prises en charge par les religions révélées ou traditionnelles. Par ailleurs, la laïcité est plurielle. Celle du Sénégal n'est pas celle de la Gambie ou du Burundi, comme ailleurs dans le monde. Et la laïcité en France, où la séparation de l'Église et de l'État constitue une pierre angulaire, n'est pas non plus celle du Royaume-Uni, où la reine est aussi le chef de l'Église anglicane, ou encore moins celle des États-Unis, où le président prête serment sur la Bible et où l'on trouve une référence à Dieu, jusque sur les billets verts, les dollars, qui n'ont rien de sacré. Alioune Sall termine sa réflexion sur le rôle de la femme dans l'avenir de l'Afrique. Il dit que parler de l'Afrique, c'est vraiment parler d'un projet, d'une ambition, d'une volonté de sortir d'une certaine histoire, celle de l'esclavage, de la colonisation, pour renouer le fil de l'histoire avec ce qu'elle peut contenir de mythes. Pour légitime que soit cette ambition, elle n'efface pas la réalité, à savoir l'existence de multiples Afriques au pluriel. Il existe donc bien une tension entre le projet d'une identité africaine et la réalité des identités africaines, comme l'avait si bien souligné le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne lors d'une conférence des intellectuels de l'Afrique et de la diaspora en 2004. Cette tension se retrouve ailleurs, comme on peut le voir avec les positions européennes sur la Turquie. Où l'Europe s'arrête-t-elle? Faut-il exclure ou inclure la Turquie? Les mêmes questions se posent en Afrique. L'essentiel, selon Alioune Sall toujours, consiste à impulser un mouvement pour que les communautés africaines trouvent les moyens de tirer le meilleur parti possible de leurs ressources matérielles ou immatérielles. Comme le repli sur soi n'est ni possible ni souhaitable, il faut faire en sorte que ces mécanismes et systèmes contribuent à une intensification des échanges, mais dans un cadre plus égalitaire où l'on reconnaisse aux uns et aux autres le droit à la différence, le droit de penser, de communiquer, de vivre ensemble et d'agir hors des doxas et autres paradigmes dominants. À son avis, c'est à ce prix et seulement à ce prix que le développement cessera d'être un casse-tête pour des économistes en mal de modèle qui espèrent résoudre les problèmes humains avec des algorithmes et des équations. Alors le développement pourra devenir une quête de liberté pour des Africains dont on ne devrait jamais oublier que plus d'1 sur 2 est une femme. Comment faire pour qu'il et elle puissent anticiper à la marche de ce monde,
pas anticiper, pour qu'ils puissent participer à la marche de ce monde sur la base de ce qu'ils et elles veulent et peuvent apporter en termes de ressources matérielles, mais aussi spirituelles et humaines. Telle est la grande question à laquelle il nous faut réfléchir, le grand défi qu'il nous faut relever. Alors ça, c'est... j'espère que je n'ai pas été trop scolaire, je pense que si. Et j'en suis désolée. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est vraiment le cadre de réflexion dans lequel s'inscrivent les pensées des experts africains sur l'avenir de l'Afrique. Donc en gros, il faut en retenir que c'est multiple, c'est compliqué, c'est évidemment lié à des trajectoires économiques qui sont différentes partout sur le continent, aussi des trajectoires politiques qui sont évidemment encore plus différentes. Quand on pense aux avancées de la démocratie, je ne pense pas que le tableau soit clairement positif vu de loin. Mais en fait, en Afrique, il ne reste plus que 15 pays qui sont rétifs vraiment à la démocratie. Donc leur cercle se restreint d'année en année. Et sans instauration d'un vrai débat politique, avec des vrais contre-pouvoirs et le respect des règles minimum de la démocratie, on ne voit pas bien comment n'importe quelle réflexion sur l'Afrique peut apporter quoi que ce soit, puisqu'on en est toujours à gérer un présent complètement critique avec des régimes autoritaires qui laissent aucun espoir en réalité. Donc là, par exemple, on a des cas criants comme la RDC, tous les pays où les chefs d'État s'accrochent au pouvoir. Donc la RDC, mais aussi le Burundi aujourd'hui, qui a vu un président briguer un troisième mandat, et maintenant faire un référendum constitutionnel où il y a des bruits de bottes, des armes qui parlent, et où les gens sont se sentent presque contraints, à cause d'un régime de terreur, à aller voter oui. Et bon, tout espoir n'est pas perdu dans ces pays, puisqu'il apparaît dans les premières tendances du vote d'hier qu'une majorité possible de Burundais ait voté non, malgré la terreur qui domine dans leur pays depuis 3 ans. Mais voilà, grosso modo, c'est le cadre que je voulais partager avec vous. Alors, j'aimerais arrêter de parler et essayer de vous laisser la parole